recevoir des dons, pour avoir de l'argent, à quoi ça sert la Ligue, qu'est-ce qu'on en fait. Alors, donc tout ce qu'on fait, et puis j'en rajouterai un petit peu sur ce qu'on a fait particulièrement dans l'année qui vient de s'écouler, je la préside seulement depuis 1 an, cette Ligue au Puy-en-Velay pour le département de la Haute-Loire. On fait d'abord, et vous nous connaissez pour ça, beaucoup de choses auprès des patients eux-mêmes. Un accompagnement des patients dans nos permanences. Et vous savez qu'on a au niveau de l'hôpital Émile Roux un local que les gens qui traversent le hall connaissent bien, ce local de la Ligue, dans lequel on reçoit des patients, dans lequel on fait de l'écoute de patients et dans lequel nos bénévoles sont très mobilisés pour toutes ces actions auprès des patients, pour les écouter, pour les accompagner. Et cette année, dans l'année qui vient de s'écouler, on a beaucoup travaillé au niveau de notre département pour essayer de couvrir mieux le département et d'être plus en proximité des patients. Et on a ouvert deux autres cellules d'écoute, là, une à Yssingeaux, à l'hôpital d'Yssingeaux, et une à Brioude, à l'hôpital de Brioude. Donc pour vous, pour les gens qui sont ici, c'est vraiment plus près d'aller à l'hôpital de Brioude que dans nos locaux sur l'hôpital de Brioude, plutôt qu'au Puy. Mais il y a des gens qui habitent de l'autre côté de Brioude, et pour eux, c'était encore plus loin d'aller au Puy. Donc on a fait cet effort avec nos bénévoles, et non seulement on a mis en place ces cellules d'écoute, mais on a aussi travaillé à mettre en place une offre de soins de support. Alors ces soins de support, qu'est-ce que c'est? Ces soins oncologiques de support, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des soins qui sont au-delà de tout ce qu'on va faire de très important dans la prise en charge, de tout ce que va prendre en charge la sécurité sociale, l'assurance maladie, les caisses, et qui est le gros de la maladie, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les gros traitements. À côté de ça, il y a d'autres traitements qui aujourd'hui sont reconnus comme très importants dans ces maladies, et ce sont ces soins de support. Alors je veux parler de quoi? Je veux parler dans ces soins de support d'une aide et d'un soutien à la diététique, apprendre à bien manger, à la gymnastique, apprendre à bouger, apprendre à sortir de la sédentarité qui est, voilà, quand on sort d'un cancer. Alors, ça s'adresse aux gens qui ont déjà eu des cancers, hein, mais bon, c'est une école de vie aussi pour faire de la prévention, voilà. Donc, la gymnastique, la diététique, les soins psychologiques. Vous le savez, en France, les soins de psychologues sont peu pris en charge par la sécurité sociale, un petit peu maintenant, ça commence dans des contextes particuliers. Et nous proposons des soins auprès d'un psychologue avec une prise en charge et qu'on fait en sorte d'être avec très peu de reste à charge pour le patient, parce qu'on sait que dans ces situations-là, ces restes à charge sont aussi des freins pour bénéficier de ces soins. Et puis tous les soins d'esthétique, je pense en particulier tout ce qui accompagne les pertes de cheveux, les choses comme ça, qui sont aussi très importants quand on a cette maladie et qui comptent beaucoup pour le patient. Alors ça, c'est tout ce que fait la Ligue. Puis il y a d'autres soins, on est en train d'ouvrir maintenant la sophrologie et d'ouvrir des nouveaux soins, voilà. Donc tous ces soins, c'est des choses qui comptent quand on est malade, qui sont importants, et que la Ligue fait en sorte de pouvoir permettre à tous ces patients de bénéficier. Alors pour l'instant, au Puy, ça marchait très bien, mais il faut qu'on arrive à faire beaucoup plus sur Brioude et sur Yssingeaux pour pouvoir faire en sorte que sur le département, tout le monde ait droit à la même chose et qu'on travaille donc sur ces sujets de territorialité dans un petit département comme le nôtre. Alors après, en dehors du soutien du patient et de son entourage, la Ligue fait aussi beaucoup de choses. Vous savez qu'elle finance la recherche. C'est le premier financeur privé de la recherche en France. La recherche, c'est la clé de l'évolution de ces maladies cancéreuses, hein, puisque sans recherche, il ne se passerait pas grand-chose. La recherche est extrêmement importante. Tous les fonds qu'on recueille, les courses que vous faites, tout ça, ça fait de l'argent qui est redistribué sur la recherche et qui aide en France à faire en sorte que de ces maladies, on avance sur ces maladies, on avance constamment, et c'est le cas, parce que je peux vous prier de croire qu'étant médecin et ayant passé une partie de ma vie à regarder ce qui se passait, la prise en charge du cancer, elle a énormément changé, et heureusement, et cette prévention, cette recherche, on en a toujours besoin, et on en a besoin de plus en plus, et ça coûte très très cher. Donc il faut pouvoir continuer à aider à financer la recherche.
Ensuite, on est quand même aussi investi sur le sujet de la prévention et notamment sur les sujets des dépistages. Alors, pour parler que du cancer du sein, ben, vous connaissez l'importance de ce dépistage. De ce dépistage dans un cadre organisé en France, on parle de dépistage organisé des femmes de 50 à 74 ans, puisque c'est ce qui a été décidé dans le domaine de la santé publique, faire en sorte que sur cette tranche d'âge-là, où il y a le plus de cancer, il faut dépister, et on dépiste par mammographie tous les 2 ans. Vous connaissez ça par cœur, parce qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres une invitation. Ce sont alors des organismes, des ARS, des caisses d'assurance maladie qui sont à la manœuvre et qui envoient ces invitations, mais encore faut-il que dès lors qu'on reçoit cette invitation, on aille faire cet examen et on participe donc à ce dépistage qui est très important. Alors, notre département n'est pas si mal placé que ça en France, autour de 58%, un petit peu moins de femmes qui reçoivent le papier et qui vont faire ce dépistage, 58%, mais moi je dis que c'est quand même très mal, parce que 58 n'égale pas 100%, et ça devrait être 100% parce que c'est gratuit, c'est organisé, c'est gratuit, c'est sécurisé, double lecture, ben, on a entendu parler de ça, voilà. Donc c'est extrêmement important d'y participer, et d'y participer, pourquoi ? Pour dépister tous les cancers, parce que Anne-Marie le dira bien mieux que moi, tout à l'heure, un cancer dépisté, c'est un cancer qui n'a pas la même gravité qu'un cancer qu'on va avoir laissé traîner et qu'on n'aura pas dépisté et qui va être découvert à un stade de gravité plus important, donc avec des soins plus lourds, plus chers, et avec des conséquences sur la vie qui ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Donc ça, la Ligue aussi fait un travail là-dessus, et on le répète, et voilà, avec tous les autres organismes, et notamment avec aujourd'hui des organisations qui sont régionales et qui aident à faire en sorte qu'on dépiste de mieux en mieux. Alors, on est pas mal, mais peut mieux faire, et en tout cas, dans votre entourage, pour vous-même, ben, aidez-nous à faire en sorte que ce taux, eh bien, on le fasse monter encore, c'est très très important. Voilà. Alors ensuite, dans tout ce que fait la Ligue, alors dans l'année qui vient de s'écouler, je vous l'ai dit, on a fait porter toutes nos actions sur être plus encore en proximité avec les patients, surtout à les voir plus près de chez eux, à les aider plus, voilà. Mais notre action, elle est aussi le fait de nos bénévoles. Donc on a besoin de pouvoir être en proximité avec vous, on a besoin aussi de recruter des bénévoles, des gens qui viennent nous aider, et non seulement de recruter des bénévoles, mais des bénévoles motivés qui nous aident pour faire tout ce qu'on a à faire, toutes ces actions multiples et nombreuses qui nous prennent beaucoup de temps. Alors je ne vais pas prendre plus de temps, je vais donner la parole à Anne-Marie qui va aujourd'hui nous parler, alors un peu plus que du cancer du sein, parce que voilà, elle nous dira plein de choses, et puis on pourra après lui poser plein de questions pour enrichir toutes ces échanges de ce soir, que je vous souhaite agréables et en tout cas très riches. Bonne soirée. Merci Anne-Marie. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est bien agréable de voir aussi des messieurs qui s'intéressent au cancer au féminin. Merci à la Ligue et merci à Jean-Jacques de me permettre de venir vous parler au plus près d'un sujet qui me tient à cœur et depuis des années. Donc, je m'appelle Anne-Marie Bousserolles, je suis praticien hospitalier au centre hospitalier Méro du Puy depuis un quart de siècle. Je passe la majeure partie de mon temps à pratiquer de la chirurgie. Je ne suis plus de grossesse depuis plusieurs années. Et je fais aussi de la gynécologie médicale dans laquelle il y a vraiment une part importante dans la prévention et le dépistage précoce des cancers. Alors dans les cancers féminins, il y en a plusieurs. J'ai choisi ce soir de vous parler seulement du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, qui sont les cancers sur lesquels on a des possibilités, des capacités à intervenir très précocement et même à prévenir pour ce qui est du cancer du col de l'utérus. Le cancer du sein, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Je vais essayer de vous faire un topo pour justement parler du dépistage précoce,
pas de la prévention, parce qu'il n'y en a pas vraiment sur le cancer du sein, mais le dépistage précoce, les modalités de traitement avec les innovations thérapeutiques qu'il y a, et puis comment on envisage, on organise la prise en charge d'un cancer du sein, comment ça se passe à l'hôpital et comment ça se passe au niveau français. Si jamais vous avez des questions en cours de topo, surtout n'hésitez pas à les poser. Ou alors, l'idée c'est quand même qu'on puisse échanger. Alors, ce sera peut-être plus facile en fin de topo. Il faut vraiment que ce soit interactif et il n'y a pas de mauvaises questions. Hein. On est là pour discuter. On n'est pas là à l'hôpital ou dans un cabinet. Voilà, que ce soit convivial. Alors, le cancer du col de l'utérus, c'est le 12e cancer féminin, donc c'est certainement pas le plus fréquent. Il représente en incidence 7 cas pour 100 000 femmes. Il touche les femmes jeunes autour de 40 ans, avec un pic de mortalité autour de 50 ans. On estime qu'il y a environ 3 000 nouveaux cas par an en France de cancer invasif du col de l'utérus, responsable de 1100 décès. Alors ça vous paraît peut-être beaucoup de chiffres, mais ça veut dire quand même, en gros, il y a un tiers des femmes qui ont un cancer du col de l'utérus qui en meurent. Ce n'est pas du tout le cas pour le sein, vous le verrez tout à l'heure. Et ces chiffres doivent interpeller. Donc c'est un cancer qui est rare, mais qui est extrêmement grave. C'est l'un des seuls cancers pour lesquels le pronostic se dégrade en France, avec un taux de survie à 5 ans en diminution, puisqu'il est de 63% tous stades confondus, alors que ce taux de survie pourrait être de 90% s'il est dépisté à un stade précoce. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont très très importants. Quels sont les facteurs de risque du cancer du col de l'utérus? Vous m'entendez bien avec le micro là? Parce que je ne sais pas si je le tiens bien. 100% des cancers du col de l'utérus sont dus à des infections liées à l'HPV, Human Papilloma Virus. 80% des femmes sont infectées par le virus au moins une fois dans leur vie. Plus de 25% des cancers provoqués par les HPV concernent aussi les hommes, avec des cancers de la marge anale, des cancers de la gorge. Ce papillomavirus ne se transmet uniquement par contact sexuel. Pénétration, caresse génitale, contact orogénital. Donc ça ne s'attrape pas dans les piscines, dans les toilettes publiques, comme je l'entends dire parfois. La plupart du temps, le virus disparaît spontanément. Mais chez environ 10% des femmes, ce virus va persister dans la muqueuse au niveau du col de l'utérus et c'est ainsi qu'il peut provoquer des modifications des cellules qui sont des lésions précancéreuses que l'on appelle dysplasie. Il existe environ 150 souches de virus qu'on connaît sur le papillomavirus, mais il y en a 13 qui sont particulièrement impliquées dans la genèse du cancer et c'est sur ces 13 souches que l'on peut agir grâce à la vaccination. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de traitement efficace contre le papillomavirus. On l'a, on se le garde pour toute sa vie. Et le préservatif n'est pas protecteur contre ce virus-là. Alors, je ne suis pas en train de dire que le préservatif, ce n'est pas une bonne chose. Ça préserve de bien des choses, bien des infections sexuellement transmissibles, mais contre le papillomavirus, c'est un tout petit virus et on n'est pas protégé par ça. Je pense que j'ai sauté. Voilà. Donc, dans les autres facteurs de risque connus du cancer du col de l'utérin, on rapporte les rapports sexuels précoces, les partenaires multiples, donc tout ce qui favorise une exposition fréquente et précoce au papillomavirus. La multiparité, c'est le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Le tabac, celui-là, on peut le mettre à toutes les sauces dans la genèse du cancer. Immunosuppression, c'est tous les traitements qui servent à diminuer l'immunité que l'on peut donner dans certaines maladies. Je pense par exemple à la sclérose en plaques ou d'autres maladies neurologiques. Et on met aussi dans les facteurs de risque les infections à chlamydia et herpès, mais en fait ça rejoint le registre des infections sexuellement transmissibles.
Alors, le cancer du col de l'utérus est d'évolution lente. Et ça, c'est très important à avoir en tête parce que du coup, ça nous permet vraiment de disposer d'une marge de manœuvre et d'une marge d'action contre son cancer qui est large. Une lésion précancéreuse se transforme en lésion invasive, c'est-à-dire cancéreuse, entre 10 et 20 ans. Ça dépend de son niveau de gravité. Donc, c'est dans cette marge-là que nous, on peut agir dans le dépistage et la prise en charge précoce en réalisant les frottis. Donc le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est le frottis du col que l'on fait à la surface du col. Ça s'appelle frottis parce qu'on frotte. Donc c'est un examen qui est facile, qui est indolore. Et en fait, on parle toujours du dépistage du cancer du col, mais on devrait dire, c'est un mot qui fait peur, cancer quand même, on devrait dire on cherche à dépister d'éventuelles modifications des cellules qui un jour pourraient devenir un cancer si on ne les traitait pas. Alors, ce frottis est proposé normalement de manière systématique à partir de l'âge de 25 ans. On ne fait pas de frottis à une minette de 17 ou 18 ans qui vient de démarrer sa vie sexuelle et sa pilule. Il n'y a pas de lien entre la prise de pilule et le cancer du col de l'utérus. Je dis ça parce qu'on a tendance à voir des frottis qui sont faits beaucoup trop précocement. Donc c'est 25 ans, il y a des raisons à ça, et théoriquement c'est jusqu'à l'âge de 65 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'après 65 ans, on se fiche de l'avenir du col de l'utérus de ces dames, mais c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, que plus on avance dans l'âge et plus l'incidence du cancer du col est faible. Donc de 25 à 29 ans, on va leur proposer un frottis, les deux premiers à 1 an d'intervalle, puis un troisième 3 ans plus tard. Sur ce frottis, on fait une cytologie. Cytologie, ça veut dire qu'on étudie vraiment les cellules du col. Puis, à partir de 30 ans, on va réaliser, selon la même technique, la recherche du papillomavirus. C'est-à-dire que maintenant, on est capable d'aller voir dans les cellules s'il y a du papillomavirus qui se balade. Et ça, c'est important parce que du coup, ça va nous permettre de définir les femmes que l'on doit suivre plus attentivement parce qu'elles ont du papillomavirus dans les cellules de leur col, de celles qu'on va pouvoir suivre un peu plus doucement parce qu'elles n'ont pas de papillomavirus, et dans ce cas-là, on va leur proposer le frottis tous les 5 ans. Et celles qui ont du papillomavirus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on fait des examens complémentaires et ça nous permet d'agir, de savoir si on fait un frottis tous les ans, par exemple, ou si on fait d'autres examens. Alors, depuis 2018, le cancer du col, il s'inscrit aussi dans le cadre d'un dépistage organisé. Dans le cadre du comité régional de coordination des cancers, c'est le CRCDC avant, pour certaines et certains d'entre vous, ça vous parlera, c'était l'ARDOC. Et cette invitation est envoyée à toutes les jeunes femmes à partir de l'âge de 25 ans, avec un rappel tous les 3 ans, si jamais elles ne font pas régulièrement leur frottis. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Alors le frottis s'adresse à toutes les femmes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de douleur, de saignement, pas de symptômes particuliers, de 25 à 65 ans, qui ont un col de l'utérus. Ça peut paraître bête à dire, mais une dame à qui on a enlevé l'utérus, qui n'a plus de col de l'utérus, n'a plus besoin de frottis. Et on peut également le réaliser en début de grossesse, particulièrement chez les femmes avec un niveau socio-économique très défavorisé et où c'est souvent la grossesse, c'est le seul moment où elles peuvent bénéficier d'un dépistage gynécologique un peu complet parce que sinon, en dehors de la grossesse, elles ne consultent pas. On peut le faire également chez les femmes ménopausées et on doit le faire aux femmes qui sont vaccinées contre le papillomavirus. Je vais y revenir, mais la vaccination ne prive pas de ce dépistage. Alors, on ne propose pas de dépistage organisé, c'est-à-dire l'invitation qui est envoyée, donc avant 25 ans et après 65 ans, aux femmes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. On ne peut pas réaliser d'examen gynécologique de routine en tout cas. Les femmes qui ont déjà été traitées pour un problème de col,
Et enfin, on estime qu'environ 60% des femmes qui reçoivent l'invitation chez elles pour faire réaliser un frottis répondent à l'invitation. 60%. Donc on est presque comme les chiffres du sein en Haute-Loire. Mais ça veut dire quand même que ça pose question. L'ambition européenne de ce programme de dépistage organisé, c'était de toucher au moins 70% des femmes. Mais on n'y est pas encore, et l'idéal serait 100% des femmes. Alors on vient de parler du dépistage, la prévention, parce qu'il y en a une pour le cancer du col de l'utérus. La prévention, c'est la vaccination contre le papillomavirus. Alors cette vaccination est recommandée, elle fait partie du calendrier vaccinal, mais elle n'est pas obligatoire, en France pour les filles depuis 2007. Et pour les garçons, ils ont été prudents, ils ont attendu le 1er janvier 2021. Il faut savoir que cette vaccination est pratiquée pour les garçons et les filles en Australie depuis 2013. Elle doit être pratiquée dans l'idéal avant le début de l'activité sexuelle. Et ça n'a rien à voir chez les filles avec la présence ou pas des règles. C'est une question d'âge, je vais y revenir. L'efficacité de la vaccination pour empêcher l'infection par les souches de papillomavirus qui sont inclus dans les vaccins, elle est proche de 100%. Donc c'est quand même extrêmement efficace. À l'heure actuelle, sur le marché, on a deux vaccins qui sont disponibles, soit le Cervarix, qui contient 2 souches de papillomavirus 16 et 18, et le vaccin qui est recommandé pour nos jeunes, c'est le Gardasil 9, qui contient 9 souches de papillomavirus. Donc il est beaucoup plus protecteur. C'est un vaccin qui est remboursé à 65% par l'assurance maladie et le reste par les mutuelles. Ça concerne les filles et les garçons de 11 à 14 ans, où on leur propose 2 injections intramusculaires à 6 mois d'intervalle. On peut proposer également cette vaccination aux enfants qui sont en attente d'une transplantation d'organes, et ce, à partir de l'âge de 9 ans. Enfin, il y a un rattrapage possible de cette vaccination de 14 à 19 ans, avec 3 injections par contre, M0, M2 et M6, ainsi que pour les homosexuels hommes, et cette vaccination, on peut alors la proposer jusqu'à l'âge de 26 ans. Alors, la couverture vaccinale en France, comment vous dire, on est très très mauvais. Mais s'il y avait seulement pour le papillomavirus, voilà. On a vraiment un problème en France avec les vaccins. En 2021, c'est les derniers chiffres que j'ai, 45,8% des filles de 16 ans étaient vaccinées et 6% des garçons. Et ils étaient vaccinés complètement. Alors, les chiffres pour les garçons, vu que la vaccination est proposée seulement depuis janvier 2021, on peut se dire que c'est un chiffre qui va augmenter. Mais normalement, il faudrait qu'on puisse atteindre 80% des jeunes gens vaccinés. Alors, l'Australie est le pays qui est souvent cité en exemple. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait déjà une bonne dizaine d'années, enfin pratiquement 20 ans même. Ils ont mis en place leur programme de vaccination et eux, ils ont une chute du nombre de cancers du col qui est telle que normalement, à partir de 2028, il n'y aura plus de cancer du col en Australie. Alors, une petite parenthèse, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, démarre avec cette rentrée scolaire un programme de vaccination qui va être proposé dans les collèges aux élèves de 5e, avec bien sûr l'accord des parents. Donc cette vaccination sera assurée par l'infirmière scolaire. On espère ainsi, c'est le modèle australien encore une fois, toucher un petit peu plus de jeunes et augmenter rapidement et efficacement notre taux de vaccination. Donc mesdames et messieurs, vaccinons-nous si on a encore l'âge, ou faisons vacciner nos enfants, ou nos petits-enfants. Anne-Marie? C'est ça. Et mesdames, faisons-nous dépister, parce que le frottis, c'est un examen qui est simple, qui est indolore, et qui peut vraiment rapporter gros.
Est-ce que vous avez des questions par rapport au col? Ou on y reviendra après. Comment je fais, Valérie? Je ne veux pas faire de bêtises. Pas de questions? Oula. Sur le vaccin en particulier? Moi, j'ai une question qui n'est pas sur le vaccin, mais qui est sur le dépistage, parce que je trouve que quand même d'arrêter le dépistage du col à 65 ans, même si c'est un cancer qui évolue lentement, sur 10 ans, vous avez 75 ans, vous n'êtes pas si vieux que ça quand même, et du coup, on n'est pas dépisté, on dit tu saignes pas, donc on dépiste pas, et je trouve que c'est un peu dommage qu'au-delà de 65 ans, systématiquement, on ne nous propose pas en tout cas, et c'est plus envoyé, et c'est bien dit comme ça, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne propose pas de dépistage systématique, qu'on s'en fiche. Ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas autorisé de le faire. Il faut distinguer la réalisation des examens du suivi gynécologique, c'est-à-dire le fait d'aller consulter son médecin, son gynéco, sa sage-femme, qui procède à un examen clinique et qui, en fonction de l'examen clinique et de ce que décrit la patiente, on peut tout à fait réaliser un frottis. C'est-à-dire qu'il faut distinguer le côté systématique, c'est-à-dire qui est proposé à tout le monde, symptômes, même sans symptômes, d'ailleurs c'est la base du dépistage, du fait de faire des examens parce qu'on a des arguments. Parce qu'à l'examen, le col est comme ci, le col est comme ça, ou la dame a eu des saignements ou autre. D'accord ? Au-delà de 65 ans, on adapte pour le frottis. Et puis il y a autre chose aussi, c'est une question de technique. Après 65 ans, les femmes sont souvent ménopausées depuis 10-15 ans, puisque l'âge moyen de la ménopause, en Europe et en France, c'est autour de 50 ans. Sous l'effet de la ménopause, en dehors de celles qui ont un traitement spécifique, se produit une sécheresse des muqueuses au niveau de la vulve et du vagin, qui entraîne une atrophie des tissus. Voilà, ça se resserre. Et chez certaines femmes, ça peut tellement se resserrer que ça empêche la réalisation des examens gynécologiques. Donc, ça empêche la réalisation du frottis. Donc, du coup, si jamais une dame a des soucis, elle a des saignements, par exemple, puisque c'est le maître symptôme, ben, ça peut nécessiter de réaliser l'examen, des biopsies, tout ça, sous anesthésie générale, au bloc opératoire, parce que sinon, ça fait trop mal. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de le faire, qu'on s'en fiche, c'est qu'on adapte. Je comprends bien, mais nous, par exemple, ici, on n'a pas forcément des gynécos très près. Hein. Enfin, moi, j'étais infirmière avant. J'avais vraiment des gens qui n'allaient pas chez la gynéco comme ça, et qui fait que tant qu'il y a eu l'envoi par l'ARDOC et tout, on le faisait, mais sinon, systématiquement, elles arrivaient, elles saignaient un peu et c'était déjà trop tard. Et après, on sait que c'est un cancer qui évolue très vite. Et que je pense que du coup, voilà, c'était une question, quoi. Je veux dire, le cancer du sein, c'est jusqu'à 75 ans. Frottis, enfin la mammo, c'est jusqu'à 75. Et Non. 73, je ne sais plus, mais du coup, 73. Mais voilà, je trouvais que c'était un petit peu dommage comme ça, parce qu'on est dans... Voilà, on est quand même un petit peu loin et que c'est un petit peu dommage qu'il faut attendre. Oui, mais si on est loin du gynéco, on est loin, même si on reçoit l'invitation, malheureusement, c'est ce qui fait qu'on a des taux de réponse qui sont pas très bien. Une sage-femme, on a d'autres... Oui, mais c'est pareil, hein. Vous pouvez les voir, qui que vous vouliez, votre médecin traitant, le gynéco, la sage-femme, pour n'importe quel examen, que ce soit le dépistage organisé ou pas. Dépistage organisé, par définition, il est là pour inciter des femmes en particulier, mais on peut en parler aussi pour le côlon, il est là pour inciter des personnes à se faire dépister dans une tranche d'âge où le risque de cancer est le maximal. Tu m'arrêtes, Anne-Marie, si je dis des bêtises, hein, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait qu'à ce moment-là, et que dans ces circonstances-là. Rien n'empêche, même en ayant été suivi régulièrement, si jamais il y a des symptômes, on consulte. Voilà. Il y a
le dépistage organisé, il y a une question de coût aussi. Voilà, donc il faut bien tout mettre dans le ratio. Il faut vraiment distinguer le dépistage organisé du dépistage individuel. Dépistage individuel, on en fait tous. C'est-à-dire, je vais en reparler pour le sein, c'est le dépistage personnalisé. Oui, Anne-Marie, pour toi, pour ton information, mais je pense qu'ils vont me dire si je dis une bêtise. On manque de gynéco, on manque de gynéco partout, donc on a au Puy, il y en a à Brioude pas beaucoup, mais ici on a quelqu'un de très important, c'est qu'on a une sage-femme ici, à la maison de santé Pluripro, donc c'est quand même... Ouais, tout à fait, pour ça que je parlais, médecin traitant, il y a un certain nombre de médecins traitants heureusement qui réalisent les dépistages, les sages-femmes et les gynécos. D'ailleurs, juste, j'en profite pour vous dire qu'elle ne pouvait pas être là ce soir parce qu'elle était en formation à Paris. C'est juste entre parenthèses. On parle bien de Rebecca. Oui. S'il vous plaît, concernant le cancer du col de l'utérus, hormis les saignements, quels signes doit-nous faire consulter? Franchement, c'est essentiellement les saignements. Saignements en dehors des règles, pour celles qui ont leurs règles. Saignement après, même après la ménopause. Et puis, un symptôme qui est peut-être plus spécifique du cancer du col de l'utérus, c'est les saignements après les rapports sexuels. Les saignements qui sont provoqués seulement par les rapports sexuels. Ça aussi, ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer du col, mais c'est un excellent motif de consultation. C'est essentiellement ça. Parce qu'après, il peut y avoir d'autres symptômes, mais ça veut dire qu'on est déjà face à une maladie évoluée et qu'on a ignoré essentiellement les saignements. Et pour les HPV, on fait systématiquement un dépistage à partir du frottis, à partir d'un certain âge? À partir de 30 ans. On le propose, donc ça fait pas tout à fait 2 ans, systématiquement pour les femmes de 30 à 65 ans. Parce que là, on n'a pas de symptômes. Pour le papillomavirus, zéro. Zéro. Ça donne aucun symptôme. Oui. Par contre, après, il faut avoir un suivi. Alors j'espère, après 65, Alors oui, on en... a eu un. Voilà, les femmes qui ont eu de l'HPV, qui ont eu des interventions chirurgicales, une conisation, enfin qui ont eu... Là, il y a un suivi qui est spécifique, on n'est pas dans le dépistage de masse, d'accord? Il y a un suivi. Du laser, et après, bon, les personnes que je connais, on lui a quand même nettoyé le col de l'utérus. Oui, probablement une conisation. Les jeunes femmes quand même. Donc, j'espère. Mais ce type d'intervention est réservé à la prise en charge de lésions bénignes. Il ne faut pas l'oublier. Qui, si elle n'était pas soignée, pourrait devenir, au bout de quelques années, un cancer. Mais c'est bénin. Parce que souvent, j'entends dire, j'ai été opérée d'un pré-cancer, machin. Pas non plus dramatiser la situation à souhait. Mais voilà. Là, on adapte le suivi. Pas d'autres questions sur le col? Alors, on va passer au cancer du sein. Là, il y a beaucoup de choses à dire, à faire aussi. Le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme. C'est la première cause de décès par cancer chez les femmes, 14%. Les chiffres de 2018, 58 500 nouveaux cas de cancer du sein en France. Et l'estimation de chiffres pour 2023, c'est 61 214. Alors vous allez dire c'est un chiffre plus important. Maintenant, parce que globalement, le nombre de cas observés chaque année a tendance à diminuer depuis 2005. Vive le dépistage et la prise en charge précoce. Ça concerne une femme sur 8. Alors comptons-nous, mesdames, dans la salle, et vous aurez une idée de qui va avoir, le nombre de femmes qui va avoir un cancer du sein. L'âge médian au moment du diagnostic, c'est 64 ans. Et 80% des cancers du sein ont lieu après 50 ans. Donc encore des chiffres, mais qui me paraissent importants, parce que c'est ce qui explique pourquoi on propose, en tout cas en l'état actuel, le dépistage de manière systématique aux femmes de 50 à 74 ans.
Donc entre 1990 et 2018, le nombre annuel de nouveaux cas de cancer du sein chez la femme a presque doublé. Mais il y a de moins en moins, c'est comme pour la vaccination, les cas de Covid, l'augmentation est moins importante. Donc il y a de l'espoir. Alors en 2018 toujours, puisque ce sont les derniers chiffres à notre disposition, 12 146 décès, c'est en baisse de 1,6% par an depuis 2010. La survie nette standardisée par rapport à l'âge est à 5 ans 87%. Alors là, les derniers chiffres, c'est 88, mais donc c'est à peu près stable. Et à 10 ans, 76%. Donc vous voyez, c'est des chiffres qui sont complètement différents de ceux du col. Le cancer du sein est un cancer qui est plus fréquent que le cancer du col, mais qui se soigne beaucoup mieux. Alors, dans le dépistage du cancer du sein, il y a le dépistage personnalisé, individuel, on va dire, qui est vraiment adapté à chaque personne. Et puis, il y a le dépistage organisé. Alors, le dépistage organisé, le CRCDC, anciennement ARDOC, s'est proposé en France depuis 2004. Et l'objectif, c'était d'améliorer la qualité des soins et de l'information et de réduire la mortalité due au cancer du sein. Ça paraît logique, un dépistage précoce, traitement précoce, donc meilleur pronostic. La population cible, ce sont les femmes de 50 à 74 ans, à risque moyen, c'est-à-dire madame tout le monde, qui n'a pas de symptômes, qui n'a pas de facteur de risque particulier. Le taux de participation en 2020-2021 était de 45,6% sur la France, 52,8% sur la région Rhône-Alpes-Auvergne et 57,2% en Haute-Loire. Donc, on n'est pas trop mal, mais peut mieux faire. 10 à 15% de la population cible, c'est-à-dire 10 à 15% des femmes qui reçoivent leur papier à la maison, bénéficient d'un dépistage individuel. Donc ça, c'est un chiffre important. Ça veut dire qu'effectivement, il y a 57 ou 58% des femmes qui répondent à ces invitations, mais dans les 42% qui restent, il y en a quand même 10 à 15% qui font du dépistage. Hein, c'est pas qu'elles se négligent. Donc de 50 à 74 ans, un courrier qui arrive chez vous tous les 2 ans, qui vous permet de prendre rendez-vous chez un radiologue agréé, qui va réaliser des clichés double incidence, une face et un oblique, et un examen clinique. Les mammographies, les clichés vont être analysés bien sûr par le radiologue qui réalise l'examen, comme n'importe quelle radio. Et ensuite, les clichés vont être envoyés, donc pour notre région, c'est à Clermont, où ils sont relus par un expert. C'est ce qu'on appelle la seconde lecture. Et c'est important parce que on estime qu'il y a à peu près 7% des cancers du sein qui sont dépistés par la seule seconde lecture. Alors, ça veut dire que nos radiologues, ils sont très très bons, mais en faisant une deuxième lecture, on est encore meilleur. C'est un examen qui est pris en charge à 100% et qui est bien encadré avec une démarche qualité, un cahier des charges pour nos collègues radiologues qui est important. Alors le dépistage individuel, il commence à se discuter au niveau européen à partir de l'âge de 40 ans pour la population à risque moyen. Il y a une étude qui vient de se terminer qui s'appelle l'étude MyPEPS, à laquelle nous avons participé à l'hôpital Émile Roux. Et l'objectif de cette étude, c'est justement de voir s'il ne serait pas possible d'aller un petit peu plus loin dans la qualité du dépistage et de proposer vraiment des dépistages à la carte. C'est-à-dire on ne fait pas la même chose à tout le monde, mais à telle femme, on va lui proposer tels examens, ou à telle autre, pas ces examens, ou une enquête génétique, etc. On aura les résultats de cette étude probablement entre 2024 et 2025, et ça pourrait bien changer les choses par rapport à ce que je vous explique ce soir. Dans le dépistage individuel, il faut aussi distinguer les femmes qui ont un risque très élevé de cancer du sein
Et ça, on le sait parce qu'on a mis en évidence une prédisposition génétique, hein, c'est les mutations génétiques. Alors, il y en a une bonne dizaine qui sont identifiées à l'heure actuelle. Celles qui sont particulièrement impliquées dans le cancer du sein, c'est le BRCA1, BRCA2. On en a beaucoup entendu parler avec Angelina Jolie. PAL-B2 et le P53. Ce qui peut classer une femme à risque très élevé, c'est aussi une histoire familiale significative, c'est-à-dire beaucoup de cas de cancer du sein ou d'autres cancers, mais sans qu'on ait mis en évidence de mutations connues. Et puis on fait aussi attention aux femmes qui ont eu de la radiothérapie thoracique. Ça, c'est les rayons que l'on peut traiter dans certaines maladies du sang, comme la maladie de Hodgkin. Chez ces femmes, on leur propose de se faire examiner les seins tous les 6 mois à partir de l'âge de 30 ans, une consultation gynécologique tous les ans débutée à partir de l'âge de 25 ans, et une consultation avec un radiologue chaque année, où l'on propose une IRM du sein tous les ans, ça c'est les modalités de surveillance des femmes mutées, en sachant que par contre on arrête les IRM après 65 ans, et dans tous les cas c'est mammographie des 2 seins et échographie plus examen clinique. Donc là, vraiment, on les suit de près. Il y a aussi les femmes à risque élevé, c'est-à-dire où l'on estime que leur risque de cancer du sein est 2 à 4 fois celui de la population générale. Donc ça, c'est issu de nos consultations d'oncogénétique, c'est très précis. Et là, on leur propose un examen clinique des seins tous les ans à partir de l'âge de 40 ans et une mammographie plus échographie de 40 à 49 ans, et ensuite on les inclut dans le cadre du dépistage organisé avec ces examens tous les 2 ans. Alors, comment on fait le diagnostic de cancer du sein? Alors je vous ai mis des photos un petit peu gore, je suis désolée, mais c'est la vraie vie. Ça passe de la simple palpation d'une boule dans le sein à une malformation. Je ne sais pas si j'arriverai à... Si. Là, une malformation. Vous voyez que le sein gauche est déformé. Il a une espèce de coup de hache. Une différence de volume, tout à fait en haut. Des boutons sur le mamelon. Ça, c'est une maladie de Paget. Une inflammation sous le mamelon. Là aussi, des boutons. Là, une croûte. Ça aussi, c'est une maladie de Paget. Et puis là, voilà. Là, c'est une dame qui n'a pas fait voir ses seins, qui n'a jamais fait d'examen radiologique et qui s'est présentée un jour aux urgences parce que la tumeur avait éclaté. Ça saignait. Donc c'est un cancer du sein là, qui est localement très évolué. On ne devrait plus voir ça, mais nous à l'hôpital, on en voit une dizaine par an. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer et de sensibiliser à l'intérêt du dépistage, d'expliquer pourquoi on vous propose ces examens, mais quand on voit ça, ça touche. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette dame, elle va très bien. C'était il y a 2 ans. On lui a fait un traitement de chimiothérapie et ensuite j'ai pu l'opérer et à ce jour, elle va très bien. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire des choses quand même. Hein. La deuxième circonstance de dépistage et de diagnostic du cancer du sein, c'est l'examen clinique. Alors l'examen clinique, il y a celui que nous on fait, nous les professionnels de santé, mais il y a celui aussi que vous pouvez faire. C'est ce qu'on appelle l'autopalpation. Alors souvent, on me dit en consultation, oui, mais comment je vais savoir que j'ai quelque chose? En fait, si on a l'habitude de s'examiner les seins, il suffit de passer la main. Voilà, il y a un buste, si vous voulez, je vous montrerai après, mais il n'y a pas de recette. Hein. Il suffit de passer la main. Si on le fait régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est 2-3 fois par an, hein, c'est pas toutes les semaines non plus. Hein. On prend l'habitude, on sait comment nos seins sont faits. Ce qui fait que le jour où il y a un truc nouveau,
ça va forcément nous interpeller. On va dire, tiens, je l'avais senti ça. Tiens, je l'avais jamais vu ça, ce bouton, cette rougeur, ce creux, cette déformation. Et donc rien que ça, c'est un motif de consultation. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a quelque chose d'anormal, mais on consulte, on fait les examens et on voit ce qu'il y a et on prend en charge précocement. Ensuite, on fait des examens complémentaires. Donc la mammographie, la radiologie, c'est l'examen de référence. Alors c'est vrai que c'est un examen qui n'est pas agréable. On écrase les seins. Donc suivant le volume du sein, la taille des seins, c'est pas toujours très agréable. Mais c'est un examen très important. Il va nous montrer s'il y a si le sein est tout noir comme ça, ou tout noir avec des petites travées blanches. Donc ça, c'est une partie de sein qui est normale. Ou si au contraire, voilà, il y a une grosse image irrégulière, on dit en étoile, hein, une opacité stellaire. Et ça c'est très péjoratif. C'est la mammographie aussi qui permet de repérer des dépôts calcaires que l'on appelle microcalcifications. Et on sait qu'en fonction, il y a différentes sortes de microcalcifications, et en fonction de la sorte de microcalcification que l'on repère sur la mammographie, ça peut être un signe en faveur d'un cancer. Alors, vous l'avez sans doute vu, mesdames, à la fin des comptes rendus de vos mammographies, il y a une classification BI-RADS ou ACR. Ça va de ACR 0 à ACR 6. Donc ACR 0, on ne le voit pas trop, mais souvent c'est ACR 1, ACR 2, c'est normal. Alors attention, hein, une fois on peut avoir un ACR 1, puis la fois d'après on peut avoir ACR 2. Ça ne veut pas dire que si on a ACR 2, c'est plus grave et il y a un truc qui mijote. D'accord ? ACR 1, ACR 2, c'est normal. ACR 3, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a attiré notre attention, mais qui n'a pas du tout la tête d'un cancer, mais que quand même, du coup, sur lequel on va être prudent. Donc on va prévoir un contrôle de la radio. Alors ça dépend en fonction de ce que c'est, 4 mois, 6 mois ou 1 an plus tard. ACR 4, ACR 5, là, ça veut dire que c'est une image qui est quand même très suspecte et où la possibilité de cancer est quand même relativement importante. Donc quand le radiologue dit ACR 4, ACR 5, il faut faire une biopsie. Et enfin, ACR 6, c'est quand on a trouvé une image pathologique, qu'on l'a biopsiée et qu'on a prouvé que c'était un cancer. Le deuxième examen radiologique, c'est l'échographie. Donc à l'échographie, on a un nodule qui est pareil comme à la mammo, qui est irrégulier, qui ne laisse pas passer les ultrasons. L'avantage de l'échographie, c'est que c'est un examen qui est très performant pour bien explorer le creux des selles, alors que la mammographie, c'est compliqué d'aller voir dans le creux des selles. Et dans le creux des selles, elle nous permet de repérer les ganglions. Donc on a tous, hommes et femmes, des ganglions dans le creux des selles. Mais on essaye de repérer s'il y a des ganglions qui nous paraissent pathologiques, et dans ce cas-là, on appelle ça des adénopathies. Alors l'IRM du sein, j'en parle un petit peu parce que l'IRM, c'est un examen qui est extrêmement perfectionné et qui est presque trop perfectionné. Ça nous apporte beaucoup de renseignements et ça peut perturber des fois la conduite à tenir. Donc ce qu'il faut retenir sur l'IRM, c'est que ce n'est pas un examen systématique. On le réserve aux femmes de moins de 40 ans qui ont souvent des seins extrêmement denses et chez qui l'interprétation de la mammographie va être difficile. On réalise aussi l'IRM pour les femmes qui ont une mutation génétique connue ou un haut risque familial. On pratique l'IRM aussi je vous ai mis traitement néoadjuvant. Ça, c'est quand on est déjà au stade du cancer prouvé et on a proposé en premier à ces dames d'avoir une chimiothérapie. Donc, on leur fait une IRM avant de démarrer la chimio pour vraiment bien cerner là où les tumeurs et les ganglions. Et on refait cette IRM en fin de chimiothérapie pour apprécier son efficacité et adapter le type de chirurgie qu'on va réaliser. Voilà. Après, il y a
plein d'autres indications, mais qui sont très spécifiques. Alors si vous voulez, on peut y revenir dans le cadre de la discussion, mais voilà, c'est un langage très, très médical. Voilà, je vous ai mis des photographies d'IRM. Et puis à l'avenir, eh ben, on mise un petit peu, depuis quelque temps on en parle beaucoup, hein, sur la réalité virtuelle avec l'intelligence artificielle qui pourrait nous rendre de grands services dans le dépistage ultra précoce. Alors quels que soient les examens qui ont été faits, si jamais on a une suspicion de cancer, il faut absolument en avoir la preuve. Et la preuve, elle est apportée en prélevant une partie ou toute l'image qui nous embête. Alors si on a un nodule ou une masse, on va réaliser une microbiopsie. C'est réalisé sous contrôle échographique par le radiologue et ce sont des examens que nos collègues radiologues au centre hospitalier Millerou réalisent couramment. Si on a des microcalcifications, les petits dépôts calcaires, là il faut réaliser une macrobiopsie qui va permettre d'enlever la totalité du foyer de calcification. Et cette macrobiopsie s'appelle aussi mammotome. Et là, ça nécessite un appareillage et une technologie spécifique que nous n'avons pas en Haute-Loire. Et donc, lorsqu'on retient l'indication de réaliser une macrobiopsie, on adresse les patientes le plus souvent au centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand, éventuellement à Saint-Étienne parce que c'est plus près du puits. De la même manière, si on a des ganglions qui nous paraissent anormaux dans le creux de l'aisselle, on réalise un prélèvement et c'est ensuite envoyé dans un laboratoire spécialisé d'anatomopathologie. Donc nous n'avons pas de laboratoire spécialisé en Haute-Loire. Nous fonctionnons avec un laboratoire qui est à Saint-Étienne puisque c'est le plus près. Lorsqu'on a fait le diagnostic de cancer, il peut être nécessaire de réaliser d'autres examens complémentaires que l'on appelle bilan d'extension, mais il faut savoir que ces examens ne sont pas systématiques, je devrais dire plutôt plus systématiques. On le recommande si on a une forme de cancer infiltrant qui mesure plus de 5 cm, ou s'il y a une atteinte ganglionnaire, ou s'il y a des caractéristiques des cellules cancéreuses très particulières. Souvent, pour expliquer aux dames, je leur dis ça. Je leur dis, voilà, vous avez eu une biopsie, on a la preuve qu'il y a des cellules cancéreuses. Mais la biopsie, elle ne nous dit pas que ça. Elle nous dit aussi quel type de cellules cancéreuses il y a. Parce qu'il n'y a pas un cancer du sein, il y a plusieurs sortes. Et il y a des cancers, ça nous permet d'établir un profil d'agressivité. Et on peut avoir des tout petits cancers, mais qui sont super agressifs. À l'inverse, on peut avoir des grosses tumeurs avec un potentiel agressif qui est beaucoup moins important. Et donc ça, c'est important pour nous, pour apprécier le traitement. Et dans le cancer du sein, celui qui est le plus agressif et dont on se méfie le plus, c'est ce qu'on appelle le cancer triple négatif. Le triple négatif, ça veut dire qu'il n'est pas sensible, il n'est pas porteur de récepteurs hormonaux aux œstrogènes et à la progestérone. Et il a un marqueur, le HER2 qui est négatif. Et puis, à l'inverse, les tumeurs agressives peuvent être HER2 positives. Alors, c'est du langage très technique, mais c'est juste pour que vous fassiez le lien avec la liste de traitements que je vous expliquerai après. Je vais y passer très vite parce que je trouve que c'est très spécialisé, mais du coup, ça permet de comprendre pourquoi. Je vous disais tout à l'heure, cancer du sein, une femme sur 8, donc ça veut dire que quand on va faire notre marché, quand on va au supermarché et tout, ben, c'est pas rare qu'on va rencontrer une amie, une connaissance, qui va vous dire « j'ai un cancer du sein ». Ah ben moi on m'a fait ça, moi j'ai eu de la chimio avant, ben moi on m'a opéré, moi on m'a pas opéré, on m'a fait des rayons, etc. Et on peut penser que ces différences de traitement sont dues au fait qu'elles n'ont pas été toutes traitées au même endroit. Alors qu'en fait ça n'a strictement rien à voir. C'est parce que l'une avait tel cancer, l'autre avait tel cancer, etc. Et le cancer du sein, en France en tout cas, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, est soigné, dans la mesure où on a l'autorisation de le soigner, de la même manière. Alors, le bilan d'extension, on fait soit un PET scan. Alors, le problème, nous, en Haute-Loire, c'est qu'on n'a pas cette imagerie de PET scan, en tout cas, pas pour l'instant. 2024, peut-être bien, on l'aura au puits. Donc, pour le PET scan, elles sont envoyées à Saint-Étienne.
soit on fait un scanner thoraco-abdominopelvien, du haut du corps, avec une scintigraphie osseuse, et ces examens sont réalisables en haute-voie. Alors, les principes généraux du traitement du cancer du sein. Alors, s'il y a un truc qu'il faut bien retenir, c'est que la prise en charge du cancer du sein est une prise en charge multidisciplinaire. C'est-à-dire que on peut voir un premier médecin, mais ensuite, le dossier est discuté dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire qui s'appelle RCP. Et dans cette réunion, il y a les radiologues, chirurgiens, médecins oncologues, c'est-à-dire les médecins qui s'occupent de tout ce qui est chimiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, on en parlera tout à l'heure, les radiothérapeutes, les médecins qui font les rayons, et nous, au Puy, on a également une médecin oncologue du centre Jean Perrin, qui est soit présente sur place, soit par visio. Et on se réunit une fois par semaine, et on passe en revue tous les dossiers de cancer du sein pour se mettre d'accord sur les modalités de prise en charge. Donc ça permet de proposer vraiment une prise en charge qui est adaptée à la patiente ou au patient, parce que 1% des cancers du sein concernent les hommes. Et on met en place ce qu'on appelle un programme personnalisé de soins ou PPS. Dans cette réunion aussi, on tient compte des autres maladies que peuvent avoir les personnes. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Et donc, on met bien dans la balance les rapports bénéfices-risques. Par exemple, si je prends en charge une dame de 95 ans et qui a un cancer du sein et qui est en EHPAD au fond de son lit avec une maladie d'Alzheimer, ben là déjà, on est sûr qu'on ne va pas lui faire de chimiothérapie. Va se discuter la chirurgie, mais on peut quand même opérer, et on va voir si on ne pourrait pas lui proposer un traitement, parce qu'on essaye quand même dans la majorité des cas de faire un traitement, mais qui soit adapté à cette situation. Donc c'est le genre de choses qui est vraiment discuté dans le cadre de cette réunion. Donc pour résumer, l'objectif de la RCP, c'est de préserver la qualité de vie, de limiter les séquelles des traitements, tout en obtenant la meilleure survie. Alors là, je vous ai mis une diapo pour vous expliquer le fonctionnement de notre filière sein sur le centre hospitalier Émile Roux. S'il y a un problème d'examen clinique, soit par la patiente, soit par son médecin ou sa sage-femme, ou une anomalie qui est découverte sur une mammographie, vous disposez d'un numéro unique que je vous ai affiché là, et vous avez une secrétaire dédiée qui répond du lundi au vendredi de 10h à 16h, et qui, en fonction de ce qu'on lui décrit, va orienter soit vers le radiologue, et notre référent au centre hospitalier Émile Roux, c'est Dr Audrey Nivron, qui réalisera tous les examens qu'elle juge utile de réaliser, soit, si déjà le diagnostic de cancer est fait ou autre, peut être orienté vers moi, parce que pour l'instant je suis un peu toute seule, j'espère qu'il y aura du changement bientôt. Et en fait, avec l'équipe de radiologie, on travaille vraiment en binôme. Ça permet de faire ce qu'on appelle une consultation d'annonce. Donc c'est une consultation relativement longue qui dure quasiment 1 heure où on leur explique quelle va être probablement leur prise en charge. Et ensuite, ça débouche sur la discussion dans le cadre de notre RCP. Alors, la RCP va permettre d'orienter le traitement. Est-ce qu'on opère d'abord ou est-ce qu'on fait d'abord de la chimiothérapie? Si on fait le traitement le plus simple, c'est chirurgie puis radiothérapie, et éventuellement hormonothérapie. La chimiothérapie, elle peut se faire avant ou après la chirurgie, et la radiothérapie, c'est toujours en dernier. Voilà, on peut aussi voir si la patiente est incluable dans un essai clinique, parce qu'Anne-Marie en a parlé tout à l'heure, grâce à la Ligue, on programme on finance des programmes de recherche, et bien dans ces programmes de recherche, il y a les essais cliniques. Et ces essais cliniques peuvent être proposés à des patientes. Et ça, très clairement, c'est ce qui nous fait progresser dans notre métier.
Et puis on peut orienter en fonction de la situation avec les soins de support dont tu parlais très bien, Anne-Marie, hein, en psycho, en nutrition, en activité physique, les problèmes d'insertion professionnelle et la prise en charge de toutes les autres comorbidités, c'est-à-dire des autres maladies que la patiente ou le patient peuvent avoir. Alors là, je vous ai fait un diagramme. Bien sûr, il ne faut pas retenir ça, mais c'est un schéma avec plein de flèches. Et c'est pour vous montrer combien des fois ça peut être complexe de décider quelle doit être la démarche à suivre. Et heureusement qu'on est plusieurs autour de la table, avec chacun notre domaine d'expertise, pour dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, quand on parle de la chirurgie, le traitement du cancer du sein peut être conservateur, c'est-à-dire qu'on n'enlève que la partie du sein qui est malade. On appelle ça une mastectomie partielle, qui peut être associée ou pas à des gestes d'oncoplastie, c'est-à-dire que voilà, sur le plan esthétique, on essaie quand même d'associer les deux, c'est-à-dire à la fois le traitement du cancer et sans non plus complètement cabosser le sein. Et dans l'autre type de chirurgie, c'est le traitement radical où l'on enlève complètement le sein, c'est ce qu'on appelle la mastectomie totale, qui peut être associé ou pas à un geste de reconstruction mammaire. Alors, la mastectomie partielle, voilà, c'était juste pour vous montrer toutes les voies d'abord qui étaient possibles en fonction, c'est-à-dire les zones où on allait ouvrir, le type de cicatrice qu'on allait ouvrir, et ça c'est en fonction de l'endroit où se trouve la tumeur. Et c'est là où la collaboration entre le radiologue et le chirurgien est très importante, parce que parfois, et en particulier pour les toutes petites tumeurs que l'on ne sent même pas à la palpation, le repérage qui est fait par le radiologue avant l'intervention est super important. Voilà, là c'est une photo pour vous montrer un petit peu le principe de la chirurgie esthétique que l'on peut associer à la chirurgie du cancer. Donc c'est une dame qui avait des seins quand même relativement volumineux et qui avait... Vous voyez la petite flèche là? Ah non, vous la voyez pas. Non. Alors ça va être compliqué. Donc, qui avait une tumeur sur le sein droit sous le bout de sein. Et donc en fait, j'ai réalisé la même technique de chirurgie que l'on propose aux femmes qui veulent une plastie de réduction, qui veulent qu'on leur remonte les seins. Voilà, donc ça c'était avant l'opération, et là après. Donc ça fait beaucoup de cicatrices, mais avec un sein qui a quand même gardé un joli volume, qui est plus remonté. Vous voyez du coup l'asymétrie que ça a provoqué avec le sein, et donc quelques années plus tard, on a fait le même geste sur le sein gauche, mais pas parce qu'elle avait un cancer, c'était juste parce que la dame voulait que ce soit pareil. Alors, la mastectomie totale, hein, c'est l'ablation complète du sein, avec souvent l'ablation du bout de sein, ce qu'on appelle la plaque aréolo-mamelonnaire. On peut, dans un certain nombre de cas, dans le même temps, réaliser l'ablation complète du sein et la reconstruction mammaire, soit avec des lambeaux de muscles et de peau, soit, je vous ai mis une photo complètement à droite, avec des prothèses. Alors la reconstruction mammaire immédiate n'est pas systématiquement proposée chaque fois qu'on fait une mastectomie, parce que là aussi il y a des indications qui sont bien précises. Parfois on peut le faire, et malheureusement souvent on ne peut pas le faire. Donc ça c'est expliqué à la patiente. Dans ce cas-là, si jamais on ne peut pas faire la reconstruction mammaire immédiate, on leur proposera plus tard, si elles le veulent. Voilà une petite photo avant-après mastectomie. Donc ça, c'est le dessin que l'on fait pour bien repérer toute la zone que l'on doit enlever. Et sur la photo de droite, eh bien, on voit, ça fait une très grande cicatrice avec un petit drain, et on voit qu'on a enlevé le bout de sein. Alors, quand on opère d'un cancer du sein, on fait le geste au niveau du sein, mais aussi on fait un geste au niveau des ganglions. Le prélèvement ganglionnaire, il est systématique à partir du moment où on a affaire à un cancer infiltrant.
Au niveau des ganglions, on peut faire soit la technique de ganglion sentinelle, soit on enlève la totalité de la chaîne ganglionnaire. C'est ce qu'on appelle le curage ganglionnaire. Alors, le ganglion sentinelle consiste à enlever le premier relais ganglionnaire dans lequel se draine le sein. C'est pour ça qu'on l'appelle sentinelle. Alors, on injecte dans le sein un produit radioactif. Certaines équipes, mais ça se fait plus trop maintenant, injectent du bleu, mais nous, au puits, on utilise cette technique. C'est un produit radioactif qui a la particularité de n'aller que dans la circulation lymphatique, et ensuite il va se mettre dans le ganglion sentinelle. Alors la plupart des personnes ont un ganglion sentinelle, mais des fois ça peut être 2, ça peut être 3, puis on l'a pas forcément tous au même endroit. Donc ça, c'est un repérage qui est fait le matin même de l'intervention. Et l'avantage, c'est que ça nous permet d'enlever quand même un peu des ganglions pour pouvoir les faire analyser. Et ça, c'est important pour la suite du traitement, mais sans enlever la totalité des ganglions des selles. Et parce que quand on fait ça, quand on n'a pas le choix, eh ben on sait qu'on va perturber pour tout le reste de la vie la circulation lymphatique dans le bras, avec des risques d'œdème, ce qu'on appelle un lymphœdème, c'est le gros bras, des difficultés à bouger le bras, des douleurs dans les épaules, enfin voilà. Le ganglion sentinelle, ça nous a permis, ça a vraiment bouleversé la vie des femmes, de façon générale. Donc là, c'est des petites photos de ce qu'on fait en intervention. En haut à gauche, la petite sonde qui une espèce de compteur Geiger en fait, qui permet vraiment de repérer où se trouvent le ou les ganglions sentinelles. Ensuite, on fait une toute petite incision qui fait 2-3 cm dans le creux des selles, à l'endroit qu'on a repéré. Et après, on va vraiment chercher le ou les ganglions, puisqu'on les repère très, très, très nettement à l'œil nu. Et c'est ensuite analysé, bien sûr. Donc, la chirurgie, les complications, comme toute chirurgie, c'est le risque d'infection, d'hématome. Par rapport au prélèvement de l'aisselle, c'est les douleurs, le phénomène d'œdème. Et puis, il y a tous les problèmes en lien avec des retards de cicatrisation. Et puis, les séquelles esthétiques, mais qu'on essaye de corriger de mieux en mieux maintenant. Le traitement qui complète le plus souvent la chirurgie, c'est la radiothérapie. On appelle ça aussi les rayons. Ça peut être fait soit quand on a fait juste un geste partiel, conservateur, mais on irradie la totalité du sein. Soit on peut le faire aussi, même si on a enlevé la totalité du sein, et ça, du coup, on irradie la paroi thoracique. Ça dépend du type du cancer, de sa taille, enfin voilà, il y a plein de critères. Ça aussi, c'est discuté dans le cadre de notre RCP. Et on peut irradier aussi les ganglions. En moyenne, cette radiothérapie est réalisée 6 à 8 semaines après la chirurgie, normalement dans un délai maximal de 3 mois. Et ça peut, si jamais il y a eu de la chimio, s'il y a une indication de chimio, comme je vous disais tout à l'heure, on fait d'abord la chimio et après les rayons. Alors la radiothérapie peut elle aussi laisser des séquelles. On laisse quand même, on ne peut pas ne pas laisser de traces de notre passage. La peau qui est rouge, la peau qui est cartonnée, la peau qui est œdémaciée, ça peut laisser des douleurs, des petites taches rouges qu'on appelle des télangiectasies. On se méfie lorsqu'on a affaire à un cancer du sein gauche, des conséquences sur le poumon, la plèvre et le cœur. Troisième traitement possible du cancer du sein, c'est la chimiothérapie. Donc la chimiothérapie peut se faire comme premier traitement, avant tout autre traitement. Ça, c'est la chimiothérapie néoadjuvante, ou elle peut se faire après la chirurgie, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante. Donc chaque chimio a vraiment des indications qui sont extrêmement précises. Et l'intérêt de la chimiothérapie, ça peut être, dans un certain nombre de cas, de faire diminuer la tumeur, lorsqu'on a affaire à des grosses tumeurs, comme la dame dont je vous ai montré avec le sein éclaté, et du coup, d'après, de faciliter le geste chirurgical. La dame, là, justement,
jamais je l'aurais opéré sans avoir fait de la chimiothérapie avant. C'était impossible. Alors dans la chimiothérapie, voilà. Alors je vais peut-être passer vite sur le nom des médicaments parce que c'est très technique. À moins que certaines d'entre vous aient malheureusement entendu parler de ça. Anthracycline, taxane, les sels de platine, le cyclophosphamide. Il y a d'autres traitements médicaux qui sont dans ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Maintenant, on connaît de mieux en mieux la cellule cancéreuse, ses caractéristiques, on va même jusqu'à analyser ses chromosomes et on dispose de médicaments qui vont agir de manière spécifique à différents stades de l'activité cancéreuse de la cellule, on va dire ça comme ça. Et donc ça bloque certaines proliférations et on est vraiment dans le traitement le plus précis, le plus adapté à la cellule cancéreuse. Donc ça a considérablement amélioré le pronostic des cancers particulièrement agressifs, comme par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, les fameux triples négatifs ou les tumeurs HER2 positives. Ça, très clairement, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et le pronostic des femmes qui avaient ce type de cancer était très très sombre. Alors ces examens, ces médicaments très spécifiques ont aussi, vous vous en doutez bien, beaucoup d'effets indésirables. Donc c'est vraiment prescrit de manière très précautionneuse et moyennant beaucoup de suivi par nos collègues oncologues. Me posez peut-être pas trop de questions sur ces médicaments parce que vous l'avez bien compris, moi je suis que chirurgien, donc voilà, il faudrait peut-être faire venir un chimiothérapeute un jour. Et enfin, une fois qu'on a fait la chirurgie, la chimiothérapie éventuellement, la radiothérapie, pour les tumeurs qui sont porteurs de récepteurs hormonaux, aux oestrogènes et à la progestérone, on propose un traitement qui s'appelle hormonothérapie. Alors, on ne devrait pas dire hormonothérapie, on devrait dire anti-hormonothérapie. Parce qu'en fait, ces médicaments servent à bloquer l'action des hormones sur d'éventuelles cellules cancéreuses. Donc ce traitement, c'est pas vraiment le traitement direct du cancer, c'est un traitement préventif du risque de récidive. Il est proposé à la fin des traitements et en moyenne pour une durée de 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 7 ans et exceptionnellement, dans certaines circonstances, 10 ans. Ce sont des traitements qui ont des effets indésirables et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus les proposer à vie. Souvent on me pose la question, voilà, on est toujours dans le rapport bénéfice-risque. Chez les femmes ménopausées, il n'y a qu'un seul médicament que l'on peut proposer, c'est le tamoxifène. C'est l'hormonothérapie qu'on propose aussi aux hommes. Et chez les femmes qui sont ménopausées, on propose un médicament de la famille des anti-aromatases ou inhibiteurs de l'aromatase. Il y a 3 médicaments, ça vous parlera peut-être pour certains et certaines. C'est l'arimidex pour le plus ancien, ou anastrozole. Ensuite, il y a le Femara ou l'étrozole. Et enfin, l'aromazine exemestane. Éventuellement, pour pouvoir prescrire ce médicament, il nous arrive dans certaines circonstances d'enlever les ovaires des femmes, c'est ce qu'on appelle l'annexectomie bilatérale, pour les mettre en ménopause, parce que au niveau des chiffres d'efficacité de prévention de cancer du sein, les inhibiteurs de l'aromatase sont plus performants que le tamoxifène. Après, ces 2 médicaments, ils ont quand même des effets indésirables. Le tamoxifène, il augmente un petit peu le risque de cancer de l'endomètre, de la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, et il augmente le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire. Les anti-aromatases, donc l'hormonothérapie des femmes ménopausées, il a lui aussi son lot d'effets indésirables. Il aggrave ou provoque une ostéoporose, donc une forme de décalcification osseuse. Au quotidien, il peut être difficile à supporter, ce qui provoque des douleurs articulaires, des crampes musculaires,
un peu le cas du tamoxifène, mais c'est surtout vrai pour ce type de médicament. Et il y a aussi une incidence cardiovasculaire. Hein. Ça augmente le risque, le taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang, c'est-à-dire les graisses. Donc ça peut augmenter le risque d'infarctus, d'artériopathie, etc. Donc rien n'est anodin. Alors quelle doit être la surveillance après le cancer du sein? Ce qu'il faut retenir, c'est que la surveillance, elle est à vie. On ne lâche jamais. Voilà. Ça, c'est super important. Donc, au démarrage, sur les 5 premières années, on suit les patientes tous les 4 à 6 mois. Ça dépend du type de cancer et du traitement qu'elles auraient eu. Après, c'est 1 fois par an. La mammographie associée à l'échographie, c'est tous les ans à vie. Parce que des fois, j'entends dire au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, on peut diminuer. Jamais. Ça ne fait absolument pas partie des protocoles recommandés à l'heure actuelle. Hein. Et on essaye de faire le lien le plus possible avec nos collègues de ville pour être réactifs si jamais il y a des soucis. Alors, en conclusion, le cancer du sein, il se dépiste cliniquement. Donc, l'autopalpation ou le fait d'aller se faire examiner les seins régulièrement et radiologiquement. Le dépistage avec les mammographies, le dépistage organisé de 50 à 75 ans, et ben, son objectif, c'est ça, c'est de dépister des anomalies qui ne sont même pas encore palpables. Ça me fait penser, je crois que je ne vous l'ai pas dit, je vous ai dit que le dépistage organisé s'adressait aux femmes de 50 à 74 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête les mammographies après 74 ans. Bien au contraire, il me paraît important de poursuivre la réalisation des mammographies, dans l'idéal tous les 2 ans tant que l'état de santé de la personne le permet, et ça, voilà, donc ça peut aller jusqu'à 90 ou 95 ans, c'est pas incohérent de poursuivre ce dépistage. Le cancer du sein fait appel à une prise en charge multidisciplinaire, radiologue, gynécologue, oncologue, radiothérapeute, et à une collaboration étroite entre les différents intervenants pendant le temps du diagnostic, tout le long des traitements et ensuite de la surveillance. Le dispositif d'annonce permet d'anticiper le parcours de soins et d'informer le patient par un temps d'annonce qui est médical et qui devrait être aussi infirmier. Alors, on en fait un petit peu de la consultation d'annonce infirmier à l'hôpital, mais il y a moyen qu'on puisse faire mieux encore, sauf qu'il nous faut des acteurs pour tout ça. Et on manque de soignants à l'hôpital. Et donc, on n'oublie pas aussi l'accès aux soins de support. Le rôle du correspondant de ville, qui connaît bien le patient, est bien sûr essentiel et nous permet de vérifier qu'il n'y a pas d'autres maladies qui pourraient nous empêcher de faire ci ou de faire ça. La réunion de concertation pluridisciplinaire permet d'adapter les traitements des patients en fonction des données de la science. Donc ça se fait en collaboration avec nos centres de lutte contre le cancer. Et donc nous, en Haute-Loire, on a un lien vraiment privilégié avec le centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand. L'accompagnement pendant les traitements repose sur une collaboration ville-hôpital étroite, de même que toute la surveillance après et à vie, j'insiste encore. Donc voilà, pour conclure, il faut vraiment penser à se faire dépister. Ça n'empêche pas le cancer d'arriver, parce que des fois, j'ai des dames qui me disent « mais je comprends pas, je faisais mes mammographies régulièrement et j'ai un cancer ». Oui, parce que la mammographie, ça n'a jamais empêché d'avoir un cancer. Mais ça permet de dépister précocement et de s'en occuper efficacement avec des traitements peu mutilants et beaucoup moins d'effets indésirables. Je vous remercie. J'étais un petit peu long, désolée. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Comment on détecte les cancers du sein chez les hommes? Très bonne question. Ils n'ont pas de mammographie, mais on peut leur en faire. Et leur en faire, on l'a fait parce qu'il se trouve une boule dans le sein.
c'est boule dans le sein, le plus souvent, ou alors une déformation au niveau du bout de sein. C'est un peu les photos que je vous montrais avec des lésions comme de l'eczéma, des croûtes, des choses comme ça. Mais le plus souvent, c'est une boule dans le sein. Et à partir de quel âge normalement? Pardon? À partir de quel âge? De quoi? Chez l'homme, le cancer du sein. Ah, c'est alors c'est sensiblement à peu près la même tranche d'âge. Il peut y avoir des antécédents un peu spécifiques, comme je vous disais, la radiothérapie pour une maladie de Hodgkin, des choses comme ça. Et souvent, c'est dans le cadre d'une mutation. Il n'est pas rare que, normalement, un seul cancer du sein chez un homme dans la famille, c'est une indication à faire une enquête génétique. Voilà. Et après, sur les modalités de traitement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire les radios, la biopsie, la discussion dans le cadre de notre réunion multidisciplinaire. On peut faire de la chimiothérapie, on fait le même type de chimiothérapie que chez les femmes, ou pas. La chirurgie, par contre, ça peut être qu'une mastectomie totale parce qu'il n'y a pas de volume de sein, avec l'ablation du bout de sein. Sur le creux d'aisselle, on fait pareil, technique du ganglion sentinelle ou ablation de tous les ganglions, et rayon. Et l'hormonothérapie, par contre, il n'y en a qu'une seule, c'est le tamoxifène. Quel est le rôle précis de l'oncologue? Alors, le médecin oncologue, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est traitement, on va dire, non chirurgical et non rayon. D'accord? Donc, c'est lui qui gère tout ce qui est chimiothérapie. Quel type de chimiothérapie, quel médicament, quelle association de médicaments, par perfusion, par cachet, voilà. C'est eux qui ont la mise là-dessus. Vraiment. C'est eux aussi qui gèrent l'hormonothérapie. Mais l'hormonothérapie, c'est des traitements c'est des traitements par cachet déjà, et c'est des traitements qui sont un peu moins spécifiques. Donc, nous, à l'hôpital, selon l'ordre de consultation, moi, ça m'arrive très régulièrement de faire ce genre de prescription. De la même manière, mon collègue radiothérapeute, voilà. Et l'oncologue, c'est vraiment tout ce qui est chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée, voilà. C'est ça son rôle. Et concernant le cancer des ovaires, il n'y a pas de dépistage systématique? Non, il n'y a pas de dépistage tout court. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées pour essayer de voir s'il n'y avait pas une attitude particulière permettant de dépister le cancer de l'ovaire. Avec en particulier l'association d'une échographie et d'une analyse de sang. Toutes les études qui ont été menées jusqu'à présent ont fait la preuve de leur inutilité, parce que la plupart du temps, les cancers de l'ovaire qui ont été dépistés ainsi étaient des cancers déjà à un stade avancé. Donc, à l'heure actuelle, la seule prévention qu'on peut vraiment proposer de manière efficace, c'est celle qu'on propose aux femmes porteuses d'une mutation ou dont l'histoire familiale évoque un surrisque de cancer de l'ovaire. Et dans ce cas-là, on leur propose l'ablation préventive des ovaires, l'annexectomie bilatérale. Alors, en fonction de l'anomalie, ça peut être à partir de l'âge de 40 ans ou 45 ans, ou au maximum 50 ans. Alors pourquoi entre 40 et 50 ans? Parce que quand on enlève les ovaires, on induit une ménopause. Et que d'induire une ménopause de manière précoce, ça augmente, il y a aussi des complications, l'ostéoporose, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan cognitif, etc. Donc on essaye de trouver le juste milieu. Mais par exemple, Angelina Jolie, pour revenir à elle, BRCA1, elle a choisi l'ablation préventive des deux seins et de ses ovaires. Et on a le droit de demander l'ablation des ovaires comme ça? Sans être muté? Mais comment on sait si on est muté? Ah, alors, c'est qu'il y a une histoire familiale. Il y a une histoire autour de vous, d'accord? On n'en est pas encore au stade. Bonjour docteur, je viens vous voir parce que je voudrais que vous m'enleviez les ovaires.
Peut-être que ça arrivera un jour, ça, hein, mais voilà. Maintenant, on a bien des dames de 25 ans qui viennent nous voir en nous demandant des ligatures de trompe parce qu'elles ne veulent pas d'enfants. Voilà. Donc, on peut l'imaginer. Ceci étant, ça reste une intervention chirurgicale, hein, avec des risques anesthésiques et chirurgicaux. Donc, on n'en est pas encore là. Mais par contre, si on estime, d'une manière ou d'une autre, il y a un surrisque de cancer de l'ovaire, moi, ce que je propose, c'est de les enlever. Parce que ça ne sert à rien de faire une échographie tous les 6 mois ou tous les ans, les analyses de sang. Ça a prouvé, ce mode de dépistage a prouvé son inutilité, son inefficacité. Mais quels sont les facteurs de surrisque? Vous dites les antécédents familiaux. Oui. Mais il faut bien que ça a bien commencé un jour, quelqu'un. Ah oui, il y a une première fois, on est d'accord. Ouais. Après, ce qui va interpeller, c'est par exemple si on dit moi, ma sœur a eu un cancer du sein à 35 ans, un cancer de l'ovaire à 35 ans. Voilà. Ou c'est vraiment une discussion très, très spécifique et ça fait partie des choses aussi qu'on discute dans le cadre de notre RCP. Quand on a des demandes un petit peu comme ça, voilà. Mais en l'état actuel des choses, c'est tout ce qu'on peut proposer sur l'ovaire. Est-ce qu'il y a des symptômes pour Cancer de l'ovaire? Oui. Douleur. Douleur abdominale. Abdomen. Tout le ventre. Pas forcément. Écoutez, moi, dans mon entourage, j'ai une amie qui est décédée autour de la cinquantaine, cancer de l'ovaire. Voilà. Et puis une autre dame, beaucoup plus âgée, elle s'était fait faire une IRM parce qu'elle avait mal au fond du dos, à la colonne, en bas. Et c'est là où on a vu qu'elle avait un cancer des ovaires. Elle est décédée. La plupart du temps, c'est ça. C'est des stades 3. La plupart du temps, le cancer de l'ovaire est diagnostiqué ainsi, c'est-à-dire soit parce qu'il y a des douleurs, ou on tombe dessus, j'allais dire par hasard, parce qu'on fait un examen pour une autre raison, et on se rend compte qu'il y a ça. Ah, c'est pas très joyeux, nous les femmes. Hein. Après, quand on est ménopausé, les ovaires, ils s'atrophient. Oui. Votre idée, on pourrait proposer l'ablation des ovaires à toutes les femmes à partir du moment où on est ménopausé? Quel est leur rôle des ovaires quand on est ménopausé? Zéro, vous avez raison, sauf que nous, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas faire face. Hein. Non, mais je veux dire, tout le monde n'est peut-être pas prêt à prendre ce risque-là. C'est vrai. Si on a... Ouais, mais là, après, c'est du cas par cas. Moi, j'ai le souvenir d'une dame, il n'y a pas très longtemps, qui n'était pas touchée dans sa famille par la maladie, mais qui était touchée sur le plan amical, qui vivait un état d'angoisse plus, etc. Quand elle a eu 50 ans, je l'ai opérée. Mais on en avait bien discuté, ça a été discuté en staff. Voilà, mais si vous voulez, le problème, c'est que quand on fait un geste sans aucune raison médicale, si jamais pour une raison ou une autre, il y a un accident, voire un décès, il va falloir justifier notre attitude en tant que médecin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas le proposer de manière routinière. Oui, mais en faisant signer une décharge. Ça n'a pas de valeur devant le juge, madame. Aucune. Oui, justement, par rapport à ça, un kyste sur l'ovaire, pour le faire enlever l'ovaire, il faut que le kyste il fasse au moins 3,5 cm, sinon on n'en peut pas. Alors déjà, pour définir un kyste, il faut une taille minimale de 3 cm. Voilà, sinon, En dessous de 3 cm, c'est pas un kyste. C'est ça. Et pourtant, on n'a pas trop envie de se garder un kyste, on ne sait pas comment ça va évoluer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils ne disparaissaient pas. Certains kystes disparaissent. Absolument. Ceux-là, on ne les opère pas. Ouais, mais C'est kystes fonctionnels. Vous n'avez pas envie de le garder. Mais sinon, s'il n'avait pas fait, comme vous dites, s'il n'avait pas été déterminé avec le centimètre, on le garde. C'est ça. On a un cadre d'activité, de choix d'indication qui est sévère. De toute façon, si la prise en charge multidisciplinaire revient au cancer du sein, s'est mise en place, c'est justement par rapport à ça. Pour que tout soit carré, et puis que tout le monde soit soigné de la même manière. Il y a une dame qui avait une question aussi. Allez-y. Moi j'ai une question. Il y a un an à peu près, j'ai consulté un gynéco, un de vos confrères, douleur persistante à l'ovaire, qui
qui persiste toujours actuellement. Et quand je lui ai dit que j'avais mal à l'ovaire, il m'a simplement répondu c'est faux, un ovaire ne fait pas mal. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est vrai, l'ovaire ne fait pas mal. Mais quand il fait mal, qu'est-ce qu'on fait? Mais Parce qu'on a mal en permanence. alors, le fait que vous disiez ça, à la limite, on s'en fiche de savoir si c'est l'ovaire, la trompe, l'utérus, le côlon, l'urtère, la vessie. Vous venez parce que vous avez mal en bas du ventre. Parce que j'ai déjà fait une torsion d'ovaire et que depuis un an maintenant, l'ovaire me fait mal. Voilà, donc après, ça débouche sur la réalisation d'examens complémentaires pour essayer de voir qu'est-ce qui fait mal. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là comme examen? Oh je ne vous ferai pas la liste, elle est longue, en sachant cependant que des fois, on peut ne pas arriver à identifier l'origine de la douleur. C'est-à-dire qu'on peut faire des tas d'examens et on vous dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sens où on n'a pas retrouvé de choses qui pourraient expliquer vos douleurs. Voilà. On m'a dit il n'y a rien et l'ovaire ne fait pas mal. Oui, mais c'est vrai, l'ovaire ne fait pas mal. Donc après, peut-être reconsulter, si vos douleurs persistent, reconsulter pour peut-être aller un petit peu plus loin dans les examens. Effectivement, il y a d'autres examens qui peuvent venir compléter l'échographie. Par rapport à l'histoire familiale, vous avez parlé d'une surveillance un peu plus poussée quand on avait une sœur qui avait eu un cancer du sein ou une mère. Mais quand la génération au-dessus se trouve être des hommes, on peut sauter une génération en fait. Oui, s'il n'y a aucun homme d'atteint. Voilà, et du coup, on prend en compte la génération du dessus. Il peut y avoir une oui, mais plus les ascendants sont, sont éloignés, et moins ça induit un surrisque de cancer. Et c'est toujours indirect. Alors, le plus souvent, oui. Parce qu'il peut y avoir des tentes aussi. Oui, il peut y avoir des tentes, voilà. Mais c'est surtout en direct. Le fait d'avoir un maston, on a des seins qui sont plus denses. Donc c'est vrai que les examens de mammographie, souvent, donnent lieu à un contre-examen. Parce qu'on ne sait pas si c'est que vous avez des micro-kystes, en fait, ou si vous avez... C'est pour ça que souvent l'échographie complète la mammo. En fait, la mammographie apporte un certain type de renseignements. L'échographie va apporter d'autres renseignements. Et c'est l'association des deux qui va faire qu'on va examiner de manière optimale le sein. Voilà, tout ce qui est kyste va mieux se voir à l'échographie. Et tout ce qui est calcification va mieux se voir à la mammo. Donc quand on est dans le cadre du dépistage du cancer du sein, et si les seins sont denses, les radiologues ils font systématiquement les deux. Si par contre on a des seins bien transparents, bien noirs comme je vous montrais sur la radio, là la plupart du temps ils ne font pas d'échographie parce que la mammo est ultra performante. C'est tout bon? Une question. Quand on a déjà fait un cancer du sein, en l'occurrence, est-ce qu'on a plus de risque de faire un cancer de l'utérus, ovaire, etc., ou il n'y a aucun rapport? Alors, non, il n'y a pas plus de risque de faire de cancer du col de l'utérus. Le cancer de l'ovaire, ça dépend s'il y a une incidence génétique, s'il y a une mutation génétique. Parce que la mutation génétique, elle associe sur-risque de cancer du sein et sur-risque de cancer de l'ovaire. D'accord? La recherche génétique, elle n'est pas systématique pour tous les cancers du sein. Ça dépend du type de cancer du sein, de l'histoire familiale, s'il y a eu ou pas un cancer du sein chez l'homme. Voilà. La consultation d'oncogénétique, ça fait partie de nos discussions à RCP. On la propose dans un certain nombre de cas. Alors, on peut aussi, de son propre choix, consulter un généticien. Les oncogénéticiens, les généticiens du cancer sont le plus souvent dans les centres anticancéreux. Le généticien va établir une sorte d'arbre généalogique des cancers dans la famille, de tous les cancers connus. Et c'est le généticien qui dit si oui ou non il y a une indication à faire une enquête génétique.
C'est-à-dire qu'en l'état actuel, en France, on ne peut pas aller voir le généticien en disant « je veux une enquête génétique ». C'est lui qui va dire si oui ou non c'est à faire. Je voulais savoir, quand vous faites une chirurgie pour une ablation totale du sein, est-ce que quand vous faites une reconstruction, vous arrivez à refaire le mamelon? Oui, mais la reconstruction du mamelon et de la plaque aréolo-mamelonnaire en général intervient toujours en dernier. L'objectif de la reconstruction mammaire, c'est d'abord de reconstruire un volume, d'accord? On ne reconstruit pas le sein qu'on a perdu, hein. On reconstruit un volume avec différentes techniques possibles, lambeaux de muscles, de peau, prothèses, graisse. Hein. On prélève la graisse à un autre endroit du corps et puis on la réinjecte. Donc on reconstruit d'abord le volume et ensuite, secondairement, on reconstruit la plaque aréolo-mamelonnaire. Alors, on peut le faire avec des techniques relativement simples de tatouage. On a des tatoueuses avec des effets de relief, un peu comme les murs décorés qu'on voit là en perspective et tout ça, c'est bluffant de loin, on a vraiment l'impression d'avoir un dessin. Ça peut être des techniques de greffe avec de la peau qu'on prend généralement au niveau du pli inguinal, parce que c'est une peau qui est naturellement plus pigmentée, même chez les femmes qui ont une peau claire. Et pour reconstruire vraiment le mamelon, on peut se servir, alors on peut faire des petits plis de cette peau, on peut prélever aussi des bouts de cartilage de l'oreille qu'on replie pour donner vraiment le volume du mamelon. Et les chirurgiens plasticiens font un boulot formidable, vraiment. Pardon ? Pas sur le cul. Ah non, on n'a pas de chirurgien plasticien au cul. Et c'est pris par la sécurité sociale? Absolument, puisque c'est dans le cadre de la reconstruction post-cancer que ça rentre dans le 100%. Et il n'y a pas de limite à la reconstruction. C'est-à-dire qu'il y a un délai minimal par rapport au rayon. Il faut en règle générale au moins 1 an pour être sûr de voir comment la peau a récupéré, comment elle a réagi. Je vous disais tout à l'heure, ça cartonne la peau, ça la rougit, etc. Donc c'est minimum 1 an, mais les femmes, elles peuvent se faire reconstruire 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de limite et ça rentre toujours dans le 100%. Et sans limitation d'âge? Officiellement, il n'y a pas de limitation d'âge. Après, l'âge peut être une limite par les éventuelles maladies associées. Oui, bien sûr. Voilà. C'est clair que 80 ans, si la dame est diabétique, a de l'hypertension artérielle, a un traitement anticoagulant ou fume 2 paquets de cigarettes depuis 30 ans, elle, on ne lui fera pas de reconstruction. Bon, je crois qu'on peut conclure. Hein. Merci à tous pour vos questions. Alors, merci déjà à Marie Busserolles pour cette belle présentation, on peut l'applaudir. Merci également à la ville de Langeac et à toutes les personnes qui ont rendu possible cette conférence. Voilà, merci beaucoup pour cette organisation. Vous pourrez retrouver cette conférence sur les réseaux sociaux, sur YouTube, grâce au monsieur. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Et qui seraient intéressés par cette conférence mais qui n'ont pas pu y assister, si vous connaissez quelqu'un, voilà, on pourra les retrouver, on les partagera. Vous pouvez retrouver également des petites brochures, tout ce qui peut vous intéresser et qui pourrait intéresser vos proches aussi, tout ce qui concerne le sein, le papillomavirus, il y a quelques brochures, voilà, vous pouvez regarder, et ce qui concerne aussi les soins de support. On a également des brochures où sont listés les soins de support et ce que peut faire la Ligue pour vous, voilà. Et n'hésitez pas à appeler aussi la Ligue qui peut aussi vous aider, et voilà, qui peut vous écouter. Voilà. Merci à tous. Je vous remercie de votre présence. Il y a un petit pot qui est organisé là dans la pièce. Si vous souhaitez
boire quelque chose ou voilà, avec des petits grignotages. Bon, je vous remercie d'être là, c'était super intéressant. Merci docteur. Et merci docteur Mercier aussi et à la Ligue. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à David.